On va s'arrêter maintenant sur une séquence extrêmement saisissante. C'est un héros pour les Ukrainiens. Il s'appelle Lektor, un tireur d'élite. Et on va entendre un tireur d'élite d'exception que vous êtes, Wally. Vous avez d'ailleurs servi sur le terrain d'Ukraine. Merci beaucoup, Wally, d'être avec nous en direct. Vous êtes un des tireurs d'élite les plus connus canadiens. Voilà. Bonsoir, Wally. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Merci. Un mot d'abord sur ce héros ukrainien et les images qu'il illustre de manière spectaculaire. Et on a un autre tireur d'élite d'exception en la personne du colonel Michel Goya aussi, il faut le rappeler. Le renseignement ukrainien a informé que l'un de ses snipers avait établi un nouveau record. Il aurait abattu un soldat russe à une distance de 2069 mètres. C'est un fait de guerre qui est présenté comme un exploit. Voilà, on le voit sur ces images qui, on va le voir. C'est un instant. En tout cas, ça nous semble complètement hallucinant quand on entend 2069 mètres. Ce sont ces images qui sont présentées en ce moment. En tout cas, c'est ce qui a été présenté par le ministère de la Défense ukrainien. Wally en parlera mieux que moi, mais voyez le début du tir et voyez l'impact du tir. Il se passe une seconde. Alors, je ne sais pas quelle arme il tire, mais il doit tirer à 700-800 mètres. Une balle, elle doit faire 700-800 mètres seconde. Donc là, il est pas très loin en réalité. C'est pas ce tir-là qui est à 2000 mètres. C'est la vidéo qui a été coupée. Voilà. Et puis c'est tiré, alors là aussi, Wally a tiré à très grande distance, beaucoup plus, mais tirer sur des cibles mobiles à très grande distance, c'est très compliqué, parce qu'il faut tenir compte justement du temps de vol du projectile. À 2000 mètres, il faut 3-4 secondes de vol, et en 3-4 secondes, sur un individu qui bouge, il fait... Alors, écoutons Wally, j'imagine, votre expertise très directe, puisqu'on a bien compris, Émilie l'a très bien expliqué, c'est ce héros, les Ukrainiens disent, notamment Boudanov, le patron du renseignement militaire, c'est un très grand héros ukrainien. Ils en font vraiment une figure. D'abord, la distance, quand on voit effectivement qu'on dit plus de 2 km. Est-ce que vraiment, vous-même, par exemple, vous avez tiré déjà à plus de 2 km ? Oui, donc on engageait des cibles régulièrement environ à 2 km. Ce qu'il faut comprendre, à ces distances-là, c'est toujours un coup de chance. Donc, c'est impossible qu'un tireur d'élite soit, par son talent seul, par la qualité d'équipement, par exemple, soit capable d'assurer que la cible va être atteinte. C'est un peu comme un golfeur. Donc, on peut pas demander, par exemple, à Tiger Woods d'effectuer un trou en 1, par exemple, à 600 verges. Il peut le faire si, par exemple, à force d'essayer, il va être capable, mais ça va être un coup de chance. Parce que, tout simplement, l'arme n'a pas la capacité... 600 verges en conditions, etc. Vous dites quelle distance ? Mais là, je faisais une comparaison, par exemple, avec un golfeur, par exemple, à qui on demanderait de faire un trou d'un coup à 600 verges. Ça serait théoriquement possible, mais ça serait un coup de chance. Donc, c'est la même chose pour un tireur d'élite. Les conditions, la précision des munitions, la précision de l'arme, le vent, qui est une grande variante, tout ça fait en sorte qu'à une certaine distance, je vous dirais passer environ 1200 mètres, c'est presque toujours un coup de chance si on touche la cible. Donc voilà. L'importance de ce que veut dire, vous disiez, Michel Goya, que c'est comme un assassinat. C'est-à-dire c'est très différent de tirer sur un ennemi qui vous tire dessus, tirer sur quelqu'un qui est là, même là, on voit l'image, qui tourne le dos en réalité. Hein. Oui, qui ne sait pas quand on lui tire dessus, il ne sait pas qu'il est visé, forcément. Et donc quand vous êtes à l'autre bout, ça ressemble à de l'assassinat d'une certaine façon. Hein. Il n'a aucune chance, sauf le hasard. C'est pas un duel, il peut rien faire contre vous. Donc voilà, ça peut être troublant pour certains. Je connais un pilote d'hélicoptère qui était très, très marqué par le fait qu'il pouvait, avec son canon mitrailleur, couper en deux des individus à 2000 mètres et des individus complètement impuissants face à lui, qu'il voyait très bien et qu'il massacrait. Et je précise, parce que notre chef, Charlotte Mesurol, est heureusement très canadienne, elle traduit. Hein. Ce que vous appelez les verges, si on regarde, c'est 550 mètres. En réalité, c'est donc voilà, parce qu'il y avait un certain étonnement sur les 600 verges. C'est pas un roman célèbre. Il s'agit bien d'un fait de distance, n'est-ce pas ? Mais effectivement, c'est un exploit du point de vue des Ukrainiens. C'est un très grand héros. Oui, et je crois que c'est pas la première fois qu'il établit une sorte de record en Ukraine, enfin en général et en Ukraine. C'est pas la première fois d'ailleurs que le GUR, donc les renseignements ukrainiens, communiquent sur ce type de tir. Après, voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que c'est effectivement assez exceptionnel et ça montre une fois de plus que nous sommes face à une arme. Enfin, l'armée ukrainienne est une armée qui est très professionnelle. C'est une armée qui a une expérience aujourd'hui qui est quasiment unique en Europe, étant donné que c'est une armée qui combat activement depuis plus de 3 ans sur son propre territoire. Donc nous assistons aussi, entre autres, à ce genre de scène. Quelle est l'utilité, disons, dans la réussite
opérationnel du combat, peut-être Wally, d'abord vous, à quoi ça sert? C'est-à-dire, en l'occurrence là, on comprend que ça élimine un ennemi, mais à quoi ça sert à plus long terme? C'est l'attrition, tout simplement, dans une situation comme ça. Donc, on abat des troupes une à une. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est l'effet sur le moral. Donc, très souvent, par exemple, je peux parler à titre personnel, quand on abat une cible, surtout quand la cible est entourée de d'autres soldats, il y a un effet vraiment terrifiant. Donc, c'est très rare qu'on a la possibilité d'engager plusieurs troupes ennemies parce que tout simplement, les gens vont se planquer. On va voir absolument plus aucune cible. Donc, c'est très rare, par exemple, qu'on va abattre une cible et après ça, on va en abattre une autre et une autre et une autre. Très, très rare comme situation. C'est possible, mais c'est très rare parce que c'est terrifiant. Donc, il faut s'imaginer qu'une balle dans les distances régulières va plus vite que la vitesse du son. Donc, il n'y a aucun avertissement. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous êtes en patrouille, votre ami, votre collègue est à côté de vous autres et tout à coup, sans avertissement, votre collègue tombe au sol, donc il est en sang, il est en train de mourir. Il n'y a aucun autre tir. Vous entendez peut-être même le tir après. Donc, vous pouvez vous imaginer le niveau de terreur. Donc, évidemment, vous n'allez pas essayer d'engager la cible souvent. Donc, vous allez vous planquer et les tireurs d'élite, dans le fond, n'auront plus d'autres cibles le plus souvent à engager. Merci beaucoup, merci infiniment Wally de vos explications. On voit à quel point il y a encore une marge psychologique, c'est-à-dire que l'Ukraine a des coups à jouer de ce point de vue-là. Vous me posiez la question en ouverture de savoir qu'est-ce que l'Ukraine avait gardé de l'armée soviétique. La mise en avant des tireurs d'élite, c'est un exemple parce que vous connaissez sans doute le film Stalingrad de Jean-Jacques Hano qui met en œuvre en scène ce duel de snipers. Mais les tireurs d'élite dans l'armée rouge étaient mis en avant et les Ukrainiens ont repris cette tradition, si je puis dire, qui a un intérêt opérationnel, ça a été expliqué, tactique, mais ça a aussi un énorme intérêt en termes de propagande parce que ça permet de personnaliser aussi cette lutte qui est sinon assez impersonnelle. La prix Nobel Svetlana Alexievitch qui rappelle qu'il y avait beaucoup de très grandes tireuses, et il y avait des femmes russes et ukrainiennes. Mais non, mais c'est une manière d'avoir des héros. Et des héros du peuple, des héros, des soldats qui sont, qu'on sort. C'est quelque chose qu'en France, on a un peu de mal à faire, par exemple. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup développé le sniping, mais il y avait des héros tankistes, il y avait des héros des casseurs de chars, il y avait des pilotes de chasse, des super-héros, des gens qu'on met en avant et qui servent d'exemple. Et ça permet aussi de montrer qu'en réalité, le combat... quand vous regardez qui combat réellement, vous apercevez que vous avez une petite poignée d'individus qui combattent réellement, qui font 80% du boulot. Ça repose sur quelques dizaines de milliers dans l'armée ukrainienne et même dans le côté russe, quelques dizaines de milliers de super combattants, des gens qui sont super à l'aise, des cadres, des sergents qui sont super expérimentés et qui font le job. Et les autres suivent. Et on va vous montrer justement des images de cette poignée d'hommes qui font le boulot, comme vous dites, notamment le bataillon Azov que vous voyez sur ces images qui sont en train de mener des frappes nocturnes. Cette fois, c'est dans la région de Toretsk. Et c'est vrai qu'Azov, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette guerre. Oui, c'est l'une des unités, voire peut-être l'unité la plus préparée, la mieux formée en réalité, parce qu'il participe à des combats depuis 2014. C'est aujourd'hui non plus justement un bataillon, puisque ça a commencé comme un bataillon en 2014 et c'est devenu vraiment une brigade professionnelle de l'armée ukrainienne, qui d'ailleurs ne fait pas partie des forces régulières de l'armée ukrainienne, mais qui fait partie de la garde nationale. Expliquez exactement ce qui se passe, ce qu'on voit sur l'image. C'est des images thermiques, c'est ça? C'est des images thermiques? Quand c'est en blanc comme ça, c'est du thermique. Qu'est-ce qu'on voit très exactement à l'image? On voit des drones qui larguent des bombes ou des grenades. Sur des groupes de soldats. C'est un peu la même idée que le tireur d'élite, mais avec des moyens différents en réalité. C'est un sniper volant en fait. C'est un sniper volant, oui, c'est ça. Et c'est à peu près le même effet, aussi psychologique. C'est-à-dire que vous êtes là en permanence, vous savez pas si on est en train de vous viser. Et c'est très on se sent observé en permanence et ça fige complètement le mouvement sur la ligne de front. Donc ça a un vrai impact tactique, c'est que ça entrave complètement le mouvement. Ça a un intérêt tactique. Pour souligner l'importance justement de ce genre d'attaque nocturne avec des caméras thermiques, c'est que du côté russe et du côté ukrainien, maintenant, ils développent des couvertures d'invisibilité. C'est-à-dire des couvertures qui cachent la signature thermique d'un corps,
pour pouvoir se déplacer la nuit sans avoir justement le risque de se faire attaquer par un drone qui va lui faire une reconnaissance par la chaleur. Tout l'intérêt, c'est aussi de montrer ces images. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'intérêt tactique sur le terrain, mais il y a pour les Ukrainiens, en ce moment, particulièrement dans la période troublée et épuisante qu'ils vivent, que ce soit les images du sniper qu'on a vu à l'instant ou celles-ci, sont des images qui montrent l'ingéniosité, la force, le talent des soldats ukrainiens. Des images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, aussi côté russe, pour montrer, vous pouvez faire tous les discours que vous voulez et dire que vous avez gagné la guerre, que vous allez la gagner, que vous avez pris tant de kilomètres carrés. Nous sommes toujours en train de nous battre et avec des armes de plus en plus sophistiquées et des soldats de plus en plus courageux. Il y a un intérêt dans la mythologie que vous évoquiez tous les deux du sniper. Souvent, les snipers, on les connaît après les guerres parce qu'ils sont racontés par ceux qui font les récits de la guerre. Aujourd'hui, on a même pendant. Zaïatsev, c'était un héros pendant la guerre. Parce que là, c'est quasiment en simultané. C'est-à-dire qu'on a ces images-là en quelques heures après et elles participent à la mythologie du combat et elles font du bien. Par rapport au sniper, c'est que là, il y a des images. Oui, c'est ça. Là, on a les caméras. Donc, l'intérêt des drones, c'est que effectivement, ça produit aussi des images. Ce qui a peut-être aussi pour effet de déformer un peu les choses. C'est-à-dire qu'on a tendance à se concentrer à zoomer. D'abord, et puis c'est des images victorieuses à chaque fois. On ne montre jamais quand ça marche pas. Quand le drone crash. Donc, attention à la déformation que ça induit. Ça induit d'abord, ça fragmente le combat. On ne voit pas de grandes choses, on voit juste des micro-combats. Et puis ensuite, ça surestime, ça évalue peut-être l'importance des drones. En réalité, le gros du boulot, il est fait par des obus de 152 mm, par des bombes volantes et par des canons mitrailleurs. Regardez bien. C'est pour ça que c'est utilisé comme ça. Regardez, écoutez cette séquence. On voit avec un missile, une roquette, je ne sais pas comment on appelle ça, Igla, tiré simplement à l'épaule. Manpads, voilà. Manpad. Comment est-ce qu'on peut atteindre, semble-t-il, un missile russe en l'occurrence? Voilà. Là, on dirait une image de la guerre soviético-afghane des années 80. Quoi, des Stingers de l'époque. Des Stingers de l'époque, c'est exactement ça qu'on voit. Le mot Igla veut dire aiguille, donc je trouve que c'est assez bien trouvé aussi. Pas comme Stinger. Comme Stinger, oui. C'est ça, oui, c'est vraiment la variante moderne du Stinger. Voilà. La variante Stinger, parce qu'il y a la variante occidentale, la variante russe. Ce que je voulais dire, c'est que ces images, il y a évidemment un aspect regarder nos réussites dans chacun des deux camps, et c'est normal, c'est vraiment le but de ce type d'image. Mais la deuxième chose, surtout par rapport aux drones, que ce soit côté ukrainien, surtout côté ukrainien, mais aussi côté russe, ces images, elles sont publiées pour montrer, regardez où va votre argent. Parce que une énorme partie de ces drones sont achetés par des volontaires. Il y a des Ukrainiens tous les jours. Moi, je vois des amis publier, on fait une collecte aujourd'hui pour des drones, on récolte tant centaines d'euros pour acheter des drones, et en fait ces images montrent, regardez le résultat sur le terrain. Arrêtons-nous à une des déclarations les plus fortes de la soirée. Il y a deux déclarations très fortes ce soir, ça va être celle de M. Trump dans un moment et d'abord de Vladimir Poutine. Oui, on le rappelle, il s'exprimait lors d'une réunion élargie du conseil d'administration du ministère de la Défense. Aujourd'hui, ça faisait déjà plusieurs jours qu'on ne l'avait pas entendu, le président russe. Ce matin, vers 11h, il dit qu'il n'hésitera pas à dépenser toujours plus pour sa guerre. Après tout, leur stratégie est assez simple. Ils nous poussent à nos lignes rouges, derrière lesquelles nous ne pouvons plus nous replier. Donc nous commençons à répondre. Et après, ils font peur à leur population. Ils l'ont fait dans le passé avec les soviétiques. Et maintenant, avec la menace russe. Un mot de réaction. D'abord, on va entendre Jérôme Garraud dans un instant à Moscou, dans un instant. Mot d'abord de ça, c'est-à-dire... Pendant que Trump dit, on va le voir plus tard, on est prêt à discuter, pour l'instant, les Russes continuent à monter en gamme. Et non seulement ils montent en gamme, mais ils expriment aussi des objectifs très clairs. Ils veulent reprendre le contrôle de toutes les régions, donc les 4 régions que la Russie a annexées, qui ne sont pas sous contrôle. Il n'y a aucune région qui soit 100% sous contrôle russe. Ils veulent toutes les avoir sous leur contrôle. Donc plus que ça, il y a une menace à l'OTAN quand même. Il y a une menace à l'OTAN. Il y a donc cette économie qui pratiquement de guerre. Alors je sais que les économistes diront que c'est pas exactement les chiffres qu'il faut pour une économie de guerre, mais bon, on n'est pas loin. Donc tous ceux qui croient que là nous avons un Poutine qui a envie de négocier, qui a envie d'arrêter, et bien, imaginez-vous qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces armes, avec cette économie de guerre, si demain la guerre s'arrête. Il en a besoin pour survivre. Et quand on parle je sais qu'on va parler de Trump tout à l'heure,
Poutine a besoin d'argent pour continuer cette guerre. Et je garderai pour le volet Trump pour expliquer ce que Trump va peut-être faire pour priver Poutine de son argent. Il y a deux facteurs, me semble-t-il. Il y a effectivement l'idée que les Russes, considérant qu'ils ont l'avantage, parce qu'ils ont l'initiative sur le front et que c'est vrai qu'ils, malgré tout, ils progressent, considèrent qu'ils vont pousser leur avantage. Donc aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas intérêt à ce que les négociations s'ouvrent et se concluent surtout trop vite. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, ils sont aussi en train de préparer ces négociations en affirmant un certain nombre de positions. Donc il y a un double discours permanent. Il y a un discours qui est « nous avons l'avantage, nous allons le pousser aussi loin que nous pouvons ». Et puis il y a un deuxième sous-texte qui est « si nous devons négocier, d'abord ce sera avec les Américains et avec eux seuls finalement ». Et ce sera uniquement en position de force. Et en fait, c'est ça le message que veut faire passer Vladimir Poutine, à mon sens.